Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Way Showers. Je suis très honorée d'accueillir mon amie Corinne Stoppelli aujourd'hui. Corinne est artiste, photographe, UX designer, graphiste, illustratrice, auteure, blogueuse de voyage et plein d'autres choses que je n'ai pas mentionnées, un vrai couteau suisse. Bienvenue Corinne. Hello Lucie, merci. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Et toi? Moi ça va aussi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement? Qu'est-ce que tu as envie de Ok. dire? Tout ce que Lucie a dit. Et je suis originaire de Suisse, mais née dans une famille de parents italiens. Je suis biculturelle. J'habite à Berlin depuis quelques années, où j'essaye de perfectionner mon allemand, mais c'est pas encore trop ça. C'est pas grave. Et oui, j'ai toujours été indépendante toute ma vie, sauf pour quelques petits jobs d'été, mais ça compte pas. Et voilà. Ok, et du coup, en parlant du fait d'avoir été indépendante, est-ce que tu peux nous dire brièvement ton parcours professionnel et voyageur avant que tu partes et deviennes nomade? Donc en commençant par tes études, ce que tu as fait comme études par exemple, et ce que tu as fait comme travail en sortant des études. Ouais, ok. Donc, après avoir fini le collège, attends, en Suisse, c'est le collège, mais c'est le lycée, hein, c'est ça? Ouais. Avant l'université. Donc, après avoir fini ce truc avant l'université, j'étais un peu confuse sur mon parcours et je pensais partir dans des voies complètement différentes de celles où j'ai fini. Et face au dilemme, j'ai décidé de prendre une pause. Et l'idée de ma pause, c'était de gagner des sous pendant 6 mois et puis de partir 6 mois à Berlin. Sauf que j'ai jamais fait ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une école d'art qui avait ouvert. Enfin, c'est une école d'art et de communication qui m'a dit, tiens, va voir, peut-être ça pourrait te brancher. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir. Et comme je faisais déjà des sites internet et je bidouillais des trucs en graphisme pour moi-même à côté, bah oui, ça m'a branché. Et je me suis fait embarquer donc, dans ce programme pendant 3 ans. J'ai été diplômée et j'ai commencé à travailler directement comme indépendante parce que je savais déjà que je ne voulais pas être employée, je voulais pouvoir gérer mon emploi du temps et tout ça. Et donc, j'ai commencé en tant que, ça s'appelait webmaster à l'époque. Le titre a beaucoup évolué parce qu'après, il y a eu le webmaster, c'est pas la même chose que le web designer. Puis après, il y a eu la différence entre le UI, user interface, expérience utilisateur et tout ça. Donc, je suis devenue designer d'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, mon titre final en 2021 jusqu'en 2022 peut-être, c'est en anglais Digital Product Designer, conceptrice de produits multimédia, ce qui est un peu barbare en français, je trouve. Mais voilà. C'est intéressant. Et juste par curiosité, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, justement, avant de... Je Avant voulais être de... vétérinaire. Tu voulais être quoi, pardon? Vétérinaire. Ok. Donc, Bon, après, je voulais aussi être détective privé et plein d'autres trucs DJ. J'ai voulu être un tas de choses, vraiment. super. Et du coup, rien à voir et tu n'aurais pas pu l'imaginer, mais c'est super aussi. Excusez-moi, il y a eu un petit bip de mon côté, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, en 2010, si je ne me trompe pas, tu es devenue nomade et c'était quelque chose qui n'était pas encore très courant en 2010, d'autant plus dans le milieu francophone. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de voyage rapidement et puis ce que tu as fait comme travail sur la route, si tu as continué dans la même lignée ou voilà ce que tu as fait. Euh, Ça date. D'avant la vie nomade ou le Non, parcours? non, quand tu es partie. Ok. Euh, le bug. Tu es partie où en premier, en Ah 2000? oui, pardon. Tu t'es installée où? Qu'est-ce que Ok, oui. Donc, je suis partie. J'ai décidé de partir en 2008, mais il m'a fallu déjà 2 ans pour partir. Et à ce moment-là, je savais déjà que je voulais aller vers l'Asie, mais il n'y avait rien de précis. En fait, j'avais pas une destination fixée dans ma tête. Je pensais un peu au Vietnam parce que ma meilleure amie d'alors est originaire du Vietnam et on partageait beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, c'était peut-être voilà, l'endroit qui me piquait le plus.
Et au final, j'ai une autre amie qui se mariait au Sri Lanka. Et donc, ça a été pour moi l'occasion de me dire, ben voilà, le Sri Lanka sera ma première étape. Et c'est vraiment juste pour quelques semaines, hein. Quand j'ai commencé, j'ai fait les quatre coins de l'Asie sans me rendre compte, avec une grande naïveté, en pensant que je sais pas, que ça allait très bien se passer. Enfin, ça s'est très bien passé, mais c'était juste vraiment éprouvant. Ouais. Après le Sri Lanka, j'ai passé quelques semaines en Chine, Mhm. puis après quelques semaines aux Philippines, puis j'ai atterri à Bangkok, en Thaïlande, où là, je me suis dit qu'il fallait que je me calme. Et c'est quand même des cultures vraiment même paradoxales. Donc, c'est pas comme si toute l'Asie, c'était la même chose. Comme de mon très, très jeune âge un peu bête, je devais penser. Ouais. Et du coup, je me trompe peut-être, mais c'est à ce moment-là aussi que tu as été au Japon ou c'était après? Non, c'est plus tard. Ok. Ça, Ouais, ouais. c'était après un peu plus d'un an de voyage déjà. Ok. Enfin, en Thaïlande, pardon. Oui. Non, non, vas-y. Non, en Thaïlande, je me suis arrêtée pendant un bon moment en fait. J'ai décidé d'en faire ma base. Ok. Ce qui veut dire que j'ai eu domicile à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Et puis après, de là, je partais en étoile visiter d'autres pays de temps en temps, quand il fallait renouveler un visa ou quand j'en avais l'envie, tout simplement. Et en fait, après un an passé en Thaïlande, euh, j'ai décidé de partir pour d'autres horizons. Et le Japon, c'était la destination. D'accord. Ok. Donc, du coup, tu as vécu un an en Thaïlande, pas plus. Oui, Ouais. à peu près. Et, J'y suis revenue de nombreuses fois, par contre. ouais. Et tu as vécu où d'autres aussi dans ces années de voyage? C'est à partir de combien de temps qu'on dit qu'on a vécu quelque part? C'est toi qui vois. Moi, je dis que j'ai vécu quelque part quand j'ai vraiment fait une démarche de vivre quelque part. Pas de juste de voyager pendant 3 mois dans un pays, mais d'être posé quelque part et Ok, de m'intégrer. ok. Ben, alors à part Chiang Mai en Thaïlande, il y a eu Taipei à Taïwan, je suis passée 6 mois. Il y a eu Hong Kong où je suis restée 3 mois parce que je ne pouvais pas rester plus longtemps. Euh, il y a eu Los Angeles où j'ai passé 4 mois. Il y a eu Québec où j'ai passé quelques mois aussi, Québec City. Barcelone où je suis restée beaucoup plus longtemps, un peu plus d'un an. Je ne sais pas si vous entendez la techno des voisins, mais... On n'entend rien, t'inquiète. C'est pas grave. Et je suis revenue quelques fois en Suisse aussi, où je suis restée plus ou moins posée longtemps à différents endroits ou auprès d'autres différentes personnes. Et puis Berlin, où ça fait maintenant 3 ans. Ok. Voilà, si j'oublie rien. Et du coup, pendant toutes ces années de voyage, tu continuais ton métier indépendante et tu étais blogueuse de voyage aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Très bien. Et alors, j'ai revu une vidéo de toi, une conférence en 2012 que tu as faite en 2012 à Taïwan, justement. Un petit TED Talk, j'imagine, où tu racontes un accident de scooter et ta perte de mémoire et une réalisation par rapport à tout ça. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? Ok. Euh, oui, alors l'accident à scooter est survenu alors que ça faisait à peu près un an que je voyageais. J'étais déjà bien posée à Chiang Mai. Et mon ami Kim Sa, dont j'ai parlé tout à l'heure, du Vietnam, est venu me rendre visite et m'a emmenée chez sa famille au Vietnam. Du coup, de Chiang Mai, on est allés ensemble au Vietnam et on a logé auprès de son frère et on a visité un petit peu sa région, etc. Et un matin, on voulait aller voir un marché et on a tous pris des scooters. Moi, comme j'étais habituée à la conduite du scooter, je conduisais. Et puis, à un moment, je suis tombée, mais c'est comme si je m'étais endormie, en fait. Je ne me l'explique pas encore. Donc, je suis tellement détendue sur mon scooter que j'ai versé. Je me suis cognée à la tête et quand je me suis réveillée, ben, je ne reconnaissais plus rien à part Kimsa. Donc, j'ai perdu tous mes souvenirs et c'est comme si le seul truc dont je me souvenais datait de 15 ans au moins. Donc son frère, je ne me souvenais pas.
Je ne comprenais pas où on était, c'est quoi tous ces arbres bizarres, les visages des gens, la route toute foutue, je ne comprenais pas. Et je demandais à mon amie où est-ce qu'on est, et elle me disait on est au Vietnam, et là comment ça, comment est-ce qu'on est arrivé là? On a pris un avion. Genre, je ne trouvais même pas ça concevable de prendre un avion pour aller au Vietnam. Après, j'ai commencé heureusement à récupérer ma mémoire petit à petit, et avec ce retour de ma mémoire, sont venus tout un tas de questions qui m'ont fait vraiment réinterroger mon sens à la vie quelque part. Qu'est-ce que je faisais? Pourquoi je voulais voyager tout le temps? Pourquoi je sais pas, pourquoi j'étais là? Enfin, l'idée aussi que j'aurais pu perdre des choses qui m'étaient précieuses comme mon ami ou tout simplement ma vie en fait. Et du coup, voilà, ça a pris un moment à tout mettre en place dans ma tête, mais je me suis interrogée sur des choses que je voulais peut-être plutôt ignorer avant, et notamment le fait que je ne pouvais pas rester en place, il fallait toujours que je parte. Et j'ai associé ça au fait que j'avais peur vraiment de m'impliquer dans des relations. J'avais peur parce que une relation, ça rime à une perte à la fin, parce que soit on se sépare, soit on change, soit on meurt. Enfin, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et du coup, certainement pour m'éviter une souffrance, j'étais toujours celle qui partait en premier, quoi. Puis je pense qu'il y a aussi d'autres choses que je ne voulais pas voir et que je n'étais pas prête à voir en fait. Je pense que même plus qu'une question de vouloir, c'est plus une question de est-ce qu'on est prêt à faire face aux choses. Je m'excuse pour la sonnerie chez moi. Là? Et il y a eu une sonnerie de mon côté. Ah, mais là, il y a toujours la techno, donc c'est un peu dur de me concentrer, mais je sais. En plus, il hurle. C'est la vie à Berlin, voilà. Ok, ouais, donc je comprends très bien, je m'identifie beaucoup à ce que tu dis, cette peur de s'engager dans des relations et du coup de choisir le voyage pour éviter ça. Je comprends beaucoup. Et du coup, en 2018, donc quelques années plus tard, tu as décidé d'arrêter de voyager comme tu le faisais en tout cas. Tu dis que tu restes à la fois nomade et sédentaire, que tu es les deux et que ce n'est pas parce que tu vis à Berlin que tu n'es plus nomade. Mais qu'est-ce qui t'a fait arrêter vraiment en 2018 et comment ça s'est passé ces débuts de sédentarisme après toutes ces années sur la route? En fait, je pense que je me suis tellement déplacée partout que ça m'a vraiment fatiguée. Et même si, voilà, j'ai très vite adopté un rythme plus lent, donc je m'établissais quand même dans des endroits pendant un moment, j'avais le temps d'en prendre connaissance, même si, bon, on ne prend jamais connaissance d'un lieu autant que si on y passait toute sa vie. Et donc, c'était quand même toujours de l'action, mais moins. Ça m'a pas... Ça m'a quand même fatiguée et brûlée jusqu'au point que j'en arrive à un burn-out en fait. Et donc tout me fatiguait, tout me dépitait. En fait, et un des voyages que j'attendais le plus, donc, qui s'est passé en 2017, c'est la Polynésie française. J'avais vraiment ce rêve de passer ma vie sur un voilier et de les atteindre comme un objectif un peu divin. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de les visiter avant ça. Et donc, j'en attendais tellement et je me regardais, moi, ne pas être capable de m'émerveiller comme j'ai pu m'émerveiller tellement d'autres fois dans ma vie. Je me suis dit que ça allait plus, il fallait que je fasse quelque chose. Et en même temps, durant ce voyage, de devoir prendre un rythme complètement différent, qui est celui de se lever littéralement avec les poules à 5 heures du matin, parce que à Papeete et à Tahiti, les gens, enfin les supermarchés ouvrent à 5 heures du matin. Okay. Donc, j'allais acheter mon petit café, mes trucs. Il y avait des poules partout d'ailleurs. et de me coucher à 9 heures, quelque part, de jouer ce jeu-là m'a fait me rendre compte que c'est ça dont j'avais besoin, une vraie
une vraie routine. Mhm. Parce que comme je pense dans ma vie d'indépendante, c'est vraiment dur d'avoir une structure. Ben, ces petits gestes qui composent le quotidien d'une personne, c'est ceux qui m'étaient les plus nécessaires pour pouvoir avancer sans me brûler complètement le cerveau. Mhm. Je me suis dit qu'il fallait que je m'arrête, d'une part pour ça, mais aussi pour cette idée de fuite, pour voir si est-ce que c'est réellement ça que je fuyais, et si je m'arrêtais pour explorer, donc prendre le temps de me recentrer. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si c'est ça Oui, la question. c'est ça. Par contre, je te demandais aussi comment se sont passés ces débuts de sédentarité. Est-ce que Ok, c'était... très mal. Oui. Mais bon, t'es toujours sédentaire, donc c'est que ça a d'une certaine manière. Les débuts se sont très mal passés, j'ai persisté comme souvent. Je ne sais pas si c'est bien de persister des fois dans certaines choses. Il y en a qui sont meilleurs de persister dedans que d'autres. C'est une phrase absolument pas française, mais c'est pas grave. C'est difficile parce que je pensais m'arrêter, mais en fait, j'ai déménagé, je crois, 4 fois en à peu près 7 mois. J'avais vraiment pas un rond, donc je déménageais mes affaires en bus et en métro et en train. Et comme j'étais tellement partie pour rester un long moment dans le premier lieu où j'ai emménagé, j'ai fait plusieurs allers-retours entre la Suisse où j'avais encore des affaires chez mes parents et l'Allemagne pour amener en gros toutes les choses que j'avais achetées quand j'avais pensé m'arrêter à Barcelone. C'était pas la première fois que je pensais m'arrêter, mais échec. Mais bon, je recommence toujours, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, j'avais quelque chose comme une poêle que j'adore, ou mon wok pour cuisiner, que j'ai amené. J'ai pris 45 kilos avec moi dans un Flixbus. Et, puis, et j'ai trimballé ça à travers toute la ville. Et le problème, c'est que de déménager d'un endroit à l'autre dans Berlin, à la fin, je me suis retrouvée avec beaucoup plus que 45 kilos. Donc, ça m'a pris peut-être une semaine. À chaque fois, ça me prenait une semaine de tout bouger d'un endroit à l'autre. Et j'ai eu des expériences plus et moins bien avec les colocataires avec qui je vivais, parce que du coup, à chaque fois, j'ai emménagé avec des gens. C'est principalement une question de finances parce que j'avais pas les moyens d'avoir un endroit à moi. Puis aussi, je me trouvais encore un petit peu en suspens, donc je n'étais pas sûre est-ce que je veux réellement rester ici à Berlin. Donc, je ne voulais pas me lancer dans un changement de papier, d'administration et de choses pénibles comme ça sans réellement être au clair. Ouais. Et maintenant, finalement, tu es installée seule à Berlin et tu as mis en place tout ce qu'il fallait. Super, bravo. C'est ça. Je voulais juste mentionner un truc, c'est pas vraiment une question, mais quand tu as parlé que tu as été confrontée à ton rêve et que c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu t'arrêtes. On n'a jamais parlé de ça, mais moi aussi, au final, c'est en vivant mon rêve de Japon que j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Donc voilà, c'est pas une question, mais c'est juste quelque chose dont on n'a jamais discuté et que je trouve intéressant. Ouais, c'est vrai que tu m'avais parlé du Japon, mais j'avais jamais fait le lien avec mon expérience Ouais. de la Polynésie. Je pense que c'était tellement court et immédiat ce moment en Polynésie, je n'étais pas là-bas pendant très longtemps. Du coup, ouais, ça, c'est un déclic. Ouais, 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 super. Et du coup, tu as parlé aussi de burn-out. Euh, comment on se remet d'un burn-out et comment toi tu l'as fait? C'est une bonne question. Attends, je ne saurais pas trop comment répondre. Consulter un psychologue. En réalité, c'est ce que j'ai fait aussi. Mais oui, enfin, c'est un espèce d'espace flottant dans lequel on se trouve et du coup, c'est même pas nécessairement facile d'en prendre pleinement conscience, ni de la gravité du truc, ni de est-ce que c'est réellement un burn-out ou est-ce que je serais pas juste un peu stressée. Donc du coup, cette petite remise en question peut s'éterniser. Moi, ça a dû me prendre bien quelques années pour m'en remettre au final. Mais pareil, après, il y a tellement d'autres choses dans la vie qui viennent aussi impacter. Et on ne sait pas, est-ce que c'est une boule de neige générale ou est-ce que c'est toujours ça Je ne sais pas. Donc, je pense que pour moi, m'arrêter,
me recentrer, c'est ce qui a fait la donne, et aussi de voir une thérapeute, d'être suivie et accompagnée pour tout ça. Ça me paraît existentiel, parce qu'il y a tout un tas d'outils à l'extérieur de nous qui existent et qui sont là pour nous aider, et des gens aussi qui ont fait leur métier autour de nous apporter cette assistance. Et il ne faut pas avoir honte de le mobiliser. Au contraire, moi, c'est vraiment... je suis fière d'avoir eu le courage de faire cette démarche. Ouais, bah, complètement d'accord. Et moi, ce que ma psy disait souvent, c'est que c'est pas le burn-out qui est important, c'est ce qu'on en fait après. Et du coup, je pense que toi, comme moi, on est en train de créer ce qu'on en fait après ce burn-out, en fait, et ce qui en ressort. Donc, c'est peut-être qu'on pourra en tirer plus de leçons dans 10 ans, je ne sais pas. Et je suis retournée sur ton magnifique blog Vie Nomade aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'avais pas été me balader dessus. Et j'ai relu un article que tu as publié en 2019. En 2019, tu t'es rendu au Saskatchewan, au Canada. Et, et tu titres cet article Leçons de résilience. Et du coup, tu as appris des leçons de résilience de ce lieu. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ce lieu, sur ces leçons et ce que représente la résilience pour toi? Ben, en fait, alors la Saskatchewan, c'est un endroit que j'attendais vraiment, enfin plus particulièrement les prairies Mhm. de l'Amérique du Nord. Ça a toujours été, je sais pas, j'ai toujours bien aimé les westerns, les chevaux, l'univers des cow-boys et des saloons et tout ça. Et puis, comment est-ce qu'on dit en français les tumbleweeds, ces herbes qui se baladent Ah oui, je me suis déjà posé la question, je ne sais pas. bref, ces espèces d'herbes sèches roulantes qui se baladent toutes seules en boule quand il y a un blanc. C'est étendu à perte de vue, et quand j'ai eu l'opportunité d'y aller, ben, j'ai trouvé exactement tout ça. Euh, et bien plus. Donc j'ai passé une semaine dans le parc national des Prairies, euh, où du coup il y a vraiment une faune et une flore endémiques qui sont particulières, et un type finalement de paysage que j'avais jamais croisé, disons, des animaux, c'est que j'avais jamais croisé, comme des bisons vus de très loin, heureusement. Il ne faut pas aller trop près. Des serpents à sonnette, mais aussi des choses plus jolies. Euh, euh, oui, tout un tas d'oiseaux, de plantes, de couleurs, etc. Et en fait, ces prairies survivre réellement uniquement grâce à la parfaite harmonie dont tous ces éléments, ces animaux, ces plantes et les gens aussi mettent en œuvre. Donc, par exemple, il y a besoin du bison, parce que le bison, ben, il aère le sol mousseux de la prairie. Et il pose ces bouses là, et en fait les chiens de prairie, eux, ils aiment le terrain où les bisons ont posé leurs bouses, parce que ben, ça a fertilisé ce terrain là, donc il est riche d'herbes bien grasses qui vont pouvoir se nourrir. Il y a des papillons qui ne mangent que ces herbes là. Il y a des petites chouettes, des terriers, du coup, qui sont aussi par là, qui réutilisent des trous, etc. Donc, c'est euh, vraiment réglé au millimètre. Euh, et bien sûr, il y a des problèmes, comme les bisons avaient complètement disparu. Donc, maintenant, il y a un effort de réintroduction. Mais en attendant, quand les humains se sont rendus compte, ils ont mis des bâches pour qu'elles puissent refaire ce travail. Euh, il y avait comme des buissons qui sont logés par un oiseau, dont je ne sais pas le nom en français, je suis désolée, mais qui ne vit vraiment que là-dedans. Et Ok. si ce buisson devient trop gros, ben, l'oiseau qui naît dans le nid, là, il peut être coincé, étouffé, et donc ne pas survivre. Et encore une fois, le bison aussi qui réduit la hauteur de ces herbes est existentielle. La vie en communauté, mais pas que entre humains, aussi avec le reste de l'univers. Euh, et uniquement comme ça ne peut fonctionner que pour tout le monde. Ouais.
C'est beau ce concept que, au final, la résilience n'est sans doute que ça ne fonctionne que dans un collectif, mais aussi dans un écosystème. Et on a beaucoup de leçons à apprendre, à mon avis, pour la résilience de notre espèce, mais au sein d'un écosystème et qui ne fonctionnera que si on prend en compte notre écosystème. Et toi, du coup, la résilience personnelle, pour toi, c'est quoi? Comment tu es résiliente dans ta vie parce que tu as traversé des choses compliquées, que ce soit le burn-out, que ce soit l'accident dont tu nous as parlé, la pauvreté, précarité que tu as un peu mentionné, et puis d'autres choses. On traverse tous des choses. Donc, comment tu fais face aux obstacles, comment tu es résiliente dans ta vie personnelle et professionnelle? En fait, je pense que la résilience, je l'ai pas choisie. C'était un produit de toutes ces expériences que tu viens de mentionner. Parce que toutes ces choses difficiles auxquelles j'ai dû faire face, il y en avait d'autres aussi, parce que j'ai aussi vécu des épisodes de violence dans ma vie. Euh, et la précarité, c'est vrai que je l'ai vaguement abordée, mais en fait, ça a été vraiment un gros morceau pour moi, parce que ne pas avoir un rond pendant les 36 premières années de ma vie, ça m'a fait partir vraiment avec un malus sur le reste des gens que je côtoyais. Ou d'autres choses comme ça. Et du coup, cette résilience, quelque part, elle est née parce que si je voulais survivre, j'avais pas le choix que de faire avec ces données compliquées. Donc, avec toutes les difficultés que je pouvais avoir. euh, voilà. Donc, si j'ai pu même partir, au final, voyager pendant 8 ans en tant que nomade, etc., c'est parce que au final, j'avais vraiment l'impression que j'avais rien du tout à perdre et c'était plus comme un espèce de choix, un pari de tout ou rien, un peu désespéré pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'autre à trouver ailleurs. Et, euh, et du coup, enfin voilà, c'est une vision vraiment tordue par la difficulté, une vision de la vie tordue par la difficulté qui m'a amené à développer des outils pour l'affronter. Le problème, c'est que après, enfin, quand j'ai pu enfin me sortir de tout ça et faire un travail en thérapie et réussir à gagner un peu d'argent, etc., c'est que je suis restée avec tous ces outils de survie en moi. Et donc, c'est comme si je restais en mode survie et que j'arrivais pas à me détacher de ça et donc à me détendre. Parce qu'au final, le plus gros problème, ça a été toute l'anxiété qu'amenait tous ces problèmes. Donc, je vivais vraiment avec l'anxiété au quotidien. Et c'est encore pas fini, je dirais, elle est toujours là, mais il y a beaucoup de progrès. Et du coup, voilà, c'est comme la résilience, au final, je ne l'ai pas demandé. Comme je n'ai pas demandé la violence, la pauvreté et tous les autres problèmes auxquels j'ai pu faire face. Euh, mais du coup, aujourd'hui, ben, je peux en faire, enfin, je peux vraiment la valoriser comme une force. Ouais. Parce que si je décide, par exemple, de plus la regarder comme quelque chose qui est venu à cause de toute cette violence, mais de la voir plutôt comme, bah oui, c'est sûr, elle est venue à cause de cette violence, mais maintenant elle est là, donc maintenant je peux vraiment l'utiliser comme un levier et aller vers quelque chose de plus positif, quelque chose qui me ressemble plus, ou quelque chose qui me rend plus heureuse. Ouais. Donc ouais, c'est ça, c'est ce changement de perspective. Ouais. De le transformer ou de le transcender en quelque chose d'autre qui te continue, qui t'aide à continuer à avancer. Et je pense que beaucoup de personnes sont résilients parce qu'ils ont un passé violent et difficile. Je pense que c'est assez souvent que la résilience naît de la difficulté. Euh, est-ce que c'est est-ce que c'est intrinsèque? Non, je ne l'espère pas. J'espère qu'on ne doit pas tous traverser la difficulté pour devenir résilient. Euh, mais du coup, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu sur ton blog aussi aujourd'hui, où tu disais qu'au final, tu étais préparé à la situation actuelle. Euh, et est-ce que c'est lié à ça, en fait, que tu avais déjà vécu toutes ces difficultés et du coup que tu étais résiliente et préparée à vivre cette sédentarité forcée
et le confinement et toute la pandémie actuelle. Ouais, alors, je me souviens plus de ce que j'ai bien pu raconter. Vraiment Mais... sur la sédentarité. Ouais, mais je pense que le fait que j'ai décidé de m'arrêter avant que Covid débarque, ça m'a déjà aidé à me mettre dans l'état d'esprit que j'allais être beaucoup moins mobile et que de toute façon, l'important, c'est que j'explore moi-même et mes alentours les plus proches avant de me remettre à courir dans tous les sens. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que c'est ça le fait aussi que, mine de rien, mon travail est complètement sédentaire. Donc, même si je l'emportais avec moi dans tous mes voyages, il s'exécute toujours, en gros, à une table, quelque part. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà l'habitude de faire, de travailler chez moi, dans mon bureau, alors que beaucoup de gens qui travaillaient dans un autre environnement n'ont pas eu cette chance, ont dû en plus s'habituer à travailler à la maison. Ou, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ça que... Ouais, complètement. Et je me demande aussi, enfin, c'est quelque chose qu'on se dit souvent, mais est-ce que le fait d'être voyageuse et nomade fait qu'on s'adapte aussi beaucoup plus facilement et on transcende les obstacles, les problématiques plus facilement, et du coup que cette situation est peut-être plus facile pour certains d'entre nous, plus facile entre guillemets. Hein. Je sais pas. Oui, d'une certaine manière, on a l'habitude peut-être du changement. Donc, on a des outils qu'on a développés pour mieux y faire face, pour s'adapter plus rapidement. Après, je pense qu'on encaisse les conséquences de ces changements comme tout le monde. Ouais. C'est juste qu'on a plus de méthodes pour, je sais pas, comme pour prendre place dans un nouvel endroit, pour plus de clés pour comment affronter les choses, comment trouver la chose qu'on recherche ou l'aide dont on a besoin, ou faire des rencontres, ce genre de choses. Donc, toutes ces questions-là, finalement, d'ordre plus pratique, on s'est déjà posé et on a déjà exploré différentes manières. Mais ça ne veut pas dire ouais, qu'on ne ressent pas la violence de devoir tout d'un coup être immergé dans un truc complètement nouveau où des fois on ne comprend même pas la langue, comprend un système administratif qui n'est pas le même, se retrouver avec personne autour de soi qu'on connaissait. Et ouais. Ouais. Ouais, complètement. Et du coup, pour transitionner un peu vers peut-être des choses un peu plus joyeuses, avec une dernière petite question autour de la résilience, mais qui pour moi, il y a plein de joie dedans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton amour des îles et des plantes? Alors moi, j'y vois de la résilience dedans parce que pour moi, j'associe les plantes et les îles un peu comme des symboles de résilience et dont j'apprends les leçons. Mais juste si tu veux nous partager un peu ta joie autour de ces deux choses. Ben, je pense que j'aime beaucoup les îles aussi pour cette résilience, justement, parce qu'au final, si on reprend l'idée de l'écosystème d'avant, ben, une île, c'est un écosystème, mais qui est comme renfermé sur lui-même. Donc, c'est pas qu'il est complètement renfermé, il y a des bateaux qui partent, il y a des connexions. Donc, voilà, selon l'île, c'est plus ou moins facile. Euh, mais ça demande une autre organisation, une autre flexibilité, ça demande de s'adapter à peut-être moins de ressources qu'il y a sur cette île et ça demande aussi, ce que j'ai pu constater en visitant beaucoup d'îles, de s'accrocher un peu plus les uns aux autres. Donc cette idée de communauté, pour moi, je l'ai trouvée plus forte dans les îles, mais pas que dans les îles, aussi sur des endroits plus isolés. Qui finalement sont un peu comme des îlots séparés aussi Bien sûr. du reste du monde. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de créativité aussi sur les îles parce que du fait qu'il faut trouver des idées un peu plus originales parfois pour survivre comme ça, enfin, j'ai trouvé que souvent il y avait je sais pas, beaucoup d'artistes ou même d'entreprises, mais avec des thèmes qui sortaient un peu de l'ordinaire,
d'artisanat, de choses comme ça qui se développaient dans ces endroits-là. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense aux îles écossaises où ils se retrouvent pour faire de la musique beaucoup plus souvent que sur la terre ferme, on va dire. Et ouais, cette créativité est très présente dans les îles. Et du coup, merci beaucoup, ça me permet de transitionner vers la créativité. Et donc, tu es aujourd'hui illustratrice et tu vas lancer ta boutique le 1er mai, dans quelques jours de la publication de cette vidéo. Est-ce que tu veux bien nous montrer des petites œuvres que tu as faites? Donc ça, c'est l'oiseau qui ne voulait pas être jugé. Donc, il essaie de se cacher, mais bon, c'est un peu raté parce que son cœur est là et on ne peut que l'observer. Et en fait, je sais pas, pour moi, c'est né d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui me parlait de la manière dont il s'habillait et il me disait que lui, il s'habillait un petit peu simple et discret parce que du coup, il voulait pas qu'on l'associe à quelque chose en particulier, etc. Donc, quelque part, il s'était effacé et rendu un peu invisible de cette manière-là voilà. Et ça m'a touchée parce qu'il le disait avec une tristesse vraiment particulière. Et, euh, et j'ai pensé à toutes les fois où on se cache en tant qu'être humain, pas seulement avec nos habits, mais je sais pas, peut-être ne pas montrons les choses qu'on aime faire ou dans lesquelles on excelle aussi pour essayer d'éviter d'aviver des ressentiments ou des jalousies, je sais pas, pour rester hors du centre de l'attention quelque part qui fait peur. Euh, donc voilà, c'est ça. Super, merci. Ça, c'est l'oiseau que tu préfères. Vas-y, rapproche-le un petit peu. Ouais. On le voit bien. Ouais, on le voit bien. Super. Et ça, c'est un de mes tout premiers oiseaux, parce que du coup, je peins principalement des oiseaux. Puis des fois, ils sont avec des grenouilles ou d'autres choses, ou des roseaux avec des yeux. La lune aussi. Des lunes. Il faut juste que, voilà, pour moi, l'oiseau, c'est le centre de ce travail. Et c'était un oiseau particulièrement joyeux avec des couleurs que j'aime beaucoup associer ensemble. Et c'était juste un exercice avec du contraste. Et surtout, l'important, c'est qu'il sourit. Je crois que ça, c'est quelque chose que tu aimais bien réussir. Le sourire et puis évidemment les ailes ouvertes et les couleurs. Moi, j'ai pensé tout de suite à un phénix en fait et au renouveau, même si c'est pas spécialement un phénix. Moi, c'est ce que j'y vois. Merci pour tes partages, c'est magnifique. Et on mettra quelques-unes de tes illustrations à la fin et puis les gens pourront aller voir ton travail. Est-ce que récemment, tu m'as dit que pour toi, la créativité et l'inspiration, c'est ça, étaient deux choses différentes? Oui. Oui. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que tu veux? Alors, c'est pas si facile à expliquer parce que du coup, je suis encore moi-même en train d'essayer de le comprendre. Mais ouais, pour moi, l'inspiration, quelque part, c'est un matériau. Donc, c'est ce qu'on prend de n'importe où, hein. Ça peut être d'une conversation, comme par exemple pour cet oiseau-là. Ça peut être d'une feuille dont on a aimé voir la texture dans la nature, ou d'un sentiment, hein, qu'on a, une émotion qu'on décide de finalement transcender sur le papier. Donc, toutes ces choses qu'on retrouve dans notre univers intérieur comme extérieur, c'est ce matériau qu'on peut utiliser pour ensuite créer. Et je pense que ça, en fait, enfin, on a tous ça, cette inspiration, on peut tous la saisir. C'est juste qu'on n'est peut-être pas habitué à la reconnaître telle qu'elle. Donc, on peut peut-être voir des choses qui nous surprennent ou qui nous plaisent, ou même des fois juste les ignorer parce que, je sais pas, moi, je vois des abeilles tous les jours, c'est juste une abeille. Et des fois, si quelqu'un nous montre, mais regarde comme elle est jolie cette abeille, tu vois, tous les poils, elle est toute douce, ben, tout d'un coup, l'abeille, elle devient aussi un matériau d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelque chose qui se partage, qui est là, voilà. Et la créativité, c'est plus c'est comme
c'est notre talent peut-être, c'est notre capacité, c'est comme le moteur, un sens ou une manière de faire. En fait, c'est comme l'énergie qui nous permet de cette inspiration de créer quelque chose. En fait, c'est comme le lien entre nous et l'inspiration. Et donc, la créativité, c'est justement cette capacité de, d'être, de saisir cette inspiration qui nous vient, de la reconnaître comme telle et de la transformer en quelque chose qui nous appartient. Super. Bah, tu vois, c'était très clair. Je suis moi-même surprise de moi-même. Et du coup, tu nous as dit un peu comment tu voyais l'inspiration, la créativité, comment... Donc, ça vient de conversation, mais est-ce que tu as d'autres manières d'avoir un processus créatif pour peindre tes oiseaux? Est-ce que... comment tu fais pour peindre tes oiseaux? Non, en fait, je reste constamment ouverte à tous ces inputs d'inspiration. Puis je les utilise dans tout, dans ma vie, hein, même pour raconter des histoires, pour faire des blagues, pour juste m'émerveiller simplement au quotidien. Donc je vis, j'ai comme ouvert la porte à toutes ces choses et donc chaque détail au final, ça fait des fois beaucoup de choses à regarder à la fois. Mais, mais je vis avec toutes ces choses. Et du coup, quand on est ouvert à tout ça, eh ben, les idées, elles viennent juste. Donc, tout d'un coup, il y a la créativité et l'inspiration qui font genre cling. Voilà. Et C'est pouf, j'ai un magique. truc qui se dessine. Ouais, c'est magique. J'ai un truc qui se dessine dans la tête. Donc, par exemple, je suis en train de penser ce que j'ai. Oui, voilà, un exemple tout bête. L'illustration sur laquelle je travaille maintenant, c'est une pie bleue de Taïwan. Je ne suis pas sûre que ce soit le nom français, c'était juste une traduction un peu pourrie. Et un crapaud thaïlandais, parce que du coup, j'ai deux amis sur mon fil Instagram. Il y en a un qui vit en Thaïlande, qui a posté une photo de ce gros crapaud, en fait, qui regardait le monde un petit peu de haut, comme ça, mais depuis très bas aussi. Et une autre amie de Taïwan qui m'avait envoyé des photos de cette magnifique pie d'un bleu vraiment intense. Et ça faisait un moment que je pensais à cette pie. Ça fait même des mois en fait que je voulais dessiner cette pie, mais voilà, j'ai jamais vraiment eu le déclic de où, comment ou de quelle forme. Et en fait, c'est quand j'ai vu le crapaud de mon ami en Thaïlande euh, que, je sais pas, voilà, j'ai vu le crapaud et j'ai vu la pie posée sur lui. Et cette pie, en fait, était un petit peu en équilibre. Mhm. Et à la fin, j'ai ajouté des ballons qui n'étaient pas du tout apparus dans cette vision, mais qui se sont comme imposés là, comme ça. Donc, c'est comme une chaîne d'événements. Et souvent, c'est ça. Souvent, c'est tel truc que j'ai vu et tel autre ici. Et des fois, il y a même des années d'intervalle dans ces choses. Alors, des fois, je retourne voir des choses un peu plus anciennes que j'avais faites, parce que sachant que j'ai toujours été comme ça ouverte et à l'écoute des choses. Je sais que même si je n'étais pas en mesure, peut-être à l'époque, d'appréhender certaines des choses que je mettais sur le papier, mais qu'aujourd'hui, je peux y voir des liens avec qui j'étais, mon histoire, etc. Et je les retravaille d'une manière différente, ou même j'en utilise juste des morceaux. Ou voilà, ou comme l'oiseau dont j'ai décrit tout à l'heure, c'est juste vraiment une conversation et boum, j'ai l'image dans la tête. Euh, ouais. Et Et sinon, oui, oui, non, j'allais dire, tu as l'image et du coup, tu la retranscris comme tu la vois dans ta tête. ouais, c'est Ok. ça. Et au final, enfin, c'est ça, mais en même temps, c'est pas vraiment ça parce qu'elle est jamais, elle est jamais vraiment identique. Des fois, il y a des trucs même qui sortent qui n'ont rien à voir, mais du tout. Ok. Genre, j'ai des images finales qui ressemblent. Et même si donc je fais un croquis de ce que j'ai dans ma tête, l'image finale est différente, mais on retrouve juste le thème. Des fois, c'est juste les couleurs qu'on retrouve. Donc, c'est un petit peu, je laisse le truc Ça se sort de ton crayon. contrôler. Ouais. Ça sort de ton crayon et de ton pinceau, pardon. Mm. Les deux, enfin, le crayon, parce que je commence par le crayon. Donc, Et du coup, est-ce que tu as déjà eu, que ce soit pour le dessin ou l'écriture ou le syndrome de la page blanche ou des blocages et le fait que tu n'arrivais pas à justement avoir cette communion entre la créativité et l'inspiration? oui,
Souvent, quand j'ai essayé soit de me forcer ou soit qu'on a essayé de me forcer, en fait. D'ailleurs, essayer de se forcer soi-même, c'est un truc qui arrive relativement souvent. Euh, donc oui, il faut faire un truc précis, mais voilà, il n'est pas apparu magiquement dans notre tête, donc c'est un peu plus difficile. Mais après, quand on a l'habitude de dessiner ou d'écrire ou de photographier ou quoi que ce soit, c'est aussi plus facile comme de réenclencher cette connexion entre la créativité et l'inspiration, parce que au final, on a toute l'expérience de notre vie derrière nous, qui est un matériel incroyable où aller puiser des choses. Donc on ne parle pas non plus de zéro après avoir fait ces choses pendant des années, disons. Donc oui, la page blanche aujourd'hui, mais de manière mesurée, parce qu'au final, j'ai toujours pu m'en sortir plutôt bien que mal. Par contre, en ce moment et depuis ce voyage dans la Saskatchewan en 2019, un gros blocage au niveau de la photographie. Donc, il faut savoir que j'ai un appareil photo dans les mains depuis, je sais pas, depuis que je dois avoir 9, 10 ans, un truc comme ça. Et j'ai investi dans du bon matériel juste avant ce voyage et particulièrement pour ce voyage parce que ben avant, comme j'avais pas d'argent, du coup, j'avais un appareil photo vraiment vieillot qui faisait des toutes petites photos. Ça prenait même pas de vidéo, hein, le truc. C'était un appareil photo digital mais qui avait 10 ans. Mais il a survécu quand même, hein. Il est resté avec moi jusqu'au bout, quoi. Il est toujours vivant d'ailleurs. Bon, ben, j'ai réussi à m'adapter à ce nouvel appareil d'une nouvelle marque, ce qui n'est pas si facile que ça, assez rapidement. Mais après ce voyage dans la Saskatchewan, j'ai vraiment eu de la difficulté à y retoucher. Et je m'interroge encore sur le pourquoi du comment, parce que réellement, j'ai envie de sortir des fois, d'aller photographier ces détails qui me tiennent tellement à cœur. Euh, et juste, ça vient pas. Donc, pour le moment, je le laisse là. De toute Ouais. façon, c'est pas quelque chose qui se perd quand on en a fait aussi longtemps. Parce que c'est vrai qu'après, il y a l'idée que quand on pratique des formes de créativité, il n'y a pas que la créativité, il y a aussi le travail, il y a aussi une certaine discipline, une structure qui viennent. Pas du tout de quoi elle parle. Dans une certaine mesure. Et du coup, cette idée dont j'ai parlé de des fois se forcer qui cause le blanc, c'est pas toujours le cas en fait, parce qu'il y a une manière de se forcer pour s'exercer, pour s'entraîner, qui est différente que celle de maintenant je dois faire ça. Donc se foutre la pression, non. Par contre, je dois pratiquer parce que je vais m'améliorer plus positivement. C'est déjà comme une vision un peu plus agréable et plutôt que d'essayer de faire des choses qui sont pas celles qu'on veut ou de mettre des objectifs trop hauts, ben d'essayer de faire des choses en fait qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Ça décoince un tas de choses, ça nous permet de découvrir même des formes, des couleurs, des cadrages, des tournures de phrases qu'on ne connaissait pas venir de nous en fait. Ouais. Et voilà, et par exemple, je sais pas, vous n'arrivez pas à dessiner aujourd'hui, ben essayez de dessiner de la main gauche si vous êtes droitier ou droitière. Et, et, et voilà, faut se laisser surprendre. Ouais, ouais et aussi accepter de faire quelque chose qu'on considère comme pas bien, pas assez parfait, pas assez joli, pas assez quoi que ce soit. Euh, et ça, pour moi, en tout cas, c'est une grande partie du déblocage. C'est accepter de faire des choses pour faire des choses, Ouais, absolument. sans autres attentes derrière. Ouais, et puis il y a souvent ce truc de on est en train de créer et en fait on pense immédiatement à qu'est-ce qu'ils vont penser les gens qui vont voir ce truc-là. Mais en fait, il n'y a personne qui est obligé de le voir en pratique, c'est dans notre carnet, donc c'est nous qui décidons si on veut le faire sortir dans l'univers ou pas. Donc il n'y a vraiment rien qui nous lie au regard des autres, mais j'ai l'impression que des fois, il est persistant malgré tout, comme s'il y avait un quelque chose qui nous regardait d'en haut, créé ou pas créé, que souvent, c'est le frein que les gens ont pour se lancer, en fait. Parce qu'ils se disent, ah, mais moi, je suis nulle. Mais en fait, je suis nulle dans le regard de qui?
Oui, puis en comparaison à quoi aussi? Parce que c'est Exactement. sûr que si on se compare au dernier prix Nobel de littérature, quand on écrit sa première nouvelle, bon, ça va être un peu compliqué. Ou pas, peut-être pas. Et ben là, c'est encore moi qui fais des liens bizarres, je pense, mais j'ai envie de parler de langue parce que tu es polyglotte. Tu es biculturel à la base et maintenant polyglotte. Et moi, dans la langue, je vois, dans l'apprentissage des langues, je vois cette idée qu'on se bloque, qu'on se met un blocage parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de, de faire des erreurs et de ne pas être parfait. Et, euh, et quelle est la place du coup de la créativité dans les langues et qu'est-ce que ça représente pour toi les langues? Est-ce que c'est juste un outil ou est-ce que tu aimes apprendre des langues et c'est un outil créatif? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je pense pas que ce soit un outil créatif pour moi, mais c'est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir en tout cas. Mhm. Euh, et, et ça a toujours comme piqué mon intérêt, donc j'ai toujours aimé ça. J'adore en fait les similarités qu'il y a entre différentes langues ou les différences d'ailleurs. En fait, c'est plus comme quelque chose dans les... Comment est-ce qu'on dit patterns? Les schémas? Ouais, quelque chose dans les schémas qui font une langue et la manière dont ils se reproduisent dans d'autres langues de manière plus ou moins différente qui me fascine. Et du coup, par exemple, en Suisse, quand on est à l'école secondaire, je sais pas si c'est l'école secondaire chez vous, hein. Non, c'est pas grave. On est comme, il y a plusieurs sections et la section de ceux qui peuvent aller au lycée, donc le truc avant l'université, on est quand même forcé de faire 3 ans de latin Ouais. et une année de grec antique. Et ouais, c'est un peu voilà, bizarre. Mais sur le moment, on se dit, mais pourquoi on apprend ces langues mortes? C'est ridicule, enfin, ça sert à rien. En plus, j'ai appris récemment que, je sais pas si tu connais, tu sais, il y a la version Oui. et, Et le thème? ouais, voilà. Et du coup, on m'a dit que dans la plupart des autres pays, c'est surtout la traduction je sais jamais laquelle c'est, mais la traduction du latin au français qui était le plus effectuée. Hmm. Or, en Suisse, vraiment, c'est les deux. Et souvent, même, ils nous font faire l'inverse. Donc, ils nous font réellement écrire en latin. Euh, Et ça me paraît être quand même une espèce d'exercice brutal, parce que le latin, c'est plein de cas et de complexité. Ouais. Voilà, c'était peut-être un petit peu trop poussé, la manière dont on apprend le latin à 12 ans en Suisse. Mais voilà. Et voilà, aujourd'hui, avec du recul, je peux reconnaître la racine de certains mots, me dire, ah ben tiens, ça venait du grec, ça vient de, je sais pas pourquoi j'ai pensé à pathologie, pathos, du coup, voilà. Ces trucs, je sais pas, et de comprendre aussi des mots dans d'autres langues qu'on connaît pas, Mhm. parce que du coup, on reconnaît la racine, ou alors on reconnaît une ressemblance avec le mot dans d'autres langues. Mhm. Même si des fois il y a des faux amis qui sont vraiment violents. Mais disons que la plupart du temps, ça marche. Et en fait, je pense que qu'on a appris cette flexibilité dans une ou plusieurs langues, ça nous facilite la vie pour en apprendre d'autres. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose que je poursuis activement là dans ma vie, même si je l'ai fait dans le passé. J'ai appris un peu de thaïlandais, j'ai essayé d'apprendre un peu de chinois, je m'étais aussi mis un peu au japonais, etc. Mais j'ai jamais été très très loin avec tout ça parce que simplement j'avais d'autres priorités. Euh, mais j'ai toujours dans un coin de ma tête que ça me plairait ça de parler au moins 10 langues. Mais juste la conversation en fait, parce que pour moi La grammaire, ouais. ouais, la grammaire ou voilà, faire des fautes, c'est pas quelque chose qui m'intimide en fait. Donc je vais essayer de parler, être capable d'avoir une conversation avec quelqu'un qui parle pas ma langue. Ça me fait vraiment triper. Donc même si je fais plein de fautes, j'y vais. Moi aussi, super. Et une dernière petite question avant de te demander où on peut te retrouver en ligne. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie ces temps-ci? Euh, Mes plantes m'apportent beaucoup de joie. Euh, Parce que je les vois pousser tous les jours. Du coup, j'ai pas répondu par rapport aux plantes. Donc ça me fait penser à ta question tout à l'heure sur la résilience.
Mais voilà, je les vois tous les jours grandir avec moi dans cet univers un petit peu renfermé du confinement. Je les vois bouger, je les vois prendre leur place. Donc ça me plaît beaucoup et je pense que je vais devenir une multi-maman plante très bientôt. Et sinon, là en ce moment, je ne veux pas le faire, mais je regarde beaucoup de vidéos de gens en patin à roulettes qui se baladent, qui dansent, parce que j'adore ça. J'en faisais beaucoup quand j'étais petite et j'ai décidé de m'y remettre. Donc en attendant de pouvoir le faire, je prends de la joie de tout ça. Et puis sinon, euh, mes relations m'apportent beaucoup de joie aussi. Donc j'ai la chance d'être très bien entourée, de pouvoir. Ça, c'est vraiment un luxe absolument extraordinaire que voilà, finalement, si on est seul ou si on a une douleur, de pouvoir appeler quelqu'un et que cette personne soit là. Et en retour, de pouvoir le faire aussi pour les autres. Et je pense que c'est la chose certainement la plus importante et qui me donne le plus de joie toujours. Forever. Et sinon, dessiner aussi, ça m'apporte de la joie, créer, expérimenter et maintenant monter cette petite boutique aussi. Euh, Mon travail m'apporte aussi de la joie parce que je suis toujours digital product designer et je travaille sur des projets vraiment qui sont fascinants et qui m'apportent aussi une croissance et, et c'est ça. Enfin, tout me donne de la joie. Super. Merci beaucoup. C'était une conversation très intéressante. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver en ligne? Tu n'es pas obligé de tout dire, mais les principaux, la boutique, etc. Puis je mettrai évidemment les liens dans la description de la vidéo. Ok, ces jours, je suis principalement sur Instagram. Et du coup, ouais, vu mon absence du monde de la photographie pour un petit peu de temps, et j'ai mon compte @vinomade qui est encore dormant. Mais j'y reviendrai. Je sais que j'y reviendrai, je sais juste pas quand. Et sinon, c'est plutôt mon compte Coco Moineau. Donc, Coco Moineau, c'est le petit nom que j'ai donné à mon travail d'illustratrice. Coco pour Corinne et Moineau parce que c'est mon oiseau préféré. Donc là, je poste régulièrement mes travaux, mais aussi comment dire, des informations sur comment je développe ma petite entreprise, ce que je mets en place, ou comment même je peins ou je crée. Cet espace, c'est vraiment en ébullition en ce moment, donc il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Et c'est ça. Sinon, oui, il y a beaucoup de choses à lire si on s'intéresse à la vie nomade et à tout ce parcours aussi sur mon blog, vinomade.com, qui lui aussi est un peu dormant, mais qui constitue quand même un petit peu un annuaire de 8 ans de réflexion sur ce mode de vie un peu particulier. Je crois que c'est un peu ça. Et du coup, ta boutique, elle sera sur Etsy ou où elle sera ta boutique d'illustration? Alors, a priori, elle sera sur Etsy, oui. En attendant que j'ouvre aussi une boutique à moi, indépendante. Je ne sais pas encore comment ou quoi, mais j'ai décidé de commencer sur Etsy parce que ça m'offrait une structure euh, qui était un bon point de départ et la possibilité aussi d'être découverte sur cette plateforme par des gens qui cherchent en particulier les choses que je fais. Donc, oui, tout sera au début là. Super. Ben, merci beaucoup, Corinne. Merci à tous de nous avoir regardés pour ce nouvel épisode de The Wayshowers et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci Lucie.